Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder avec Marine, que j'accueille aujourd'hui, le décodage biologique des maladies. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que moi, alors que c'était une pratique que j'avais depuis une bonne quarantaine d'années, eh bien, j'ai découvert vraiment toute une autre facette de cette pratique. Donc, bonjour Marine. Bonjour Marie, merci de me recevoir. Je voulais quand même préciser comment je t'ai rencontrée et pourquoi je t'ai rencontrée. Et finalement, pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo. Donc, toi, tu es praticienne en décodage biologique. Alors, j'ai pris contact avec toi au début de l'année quand j'ai eu le diagnostic du cancer. Donc, pour ceux qui me découvriraient là juste aujourd'hui, j'ai donc été diagnostiquée d'un cancer du rectum, déjà bien avancé. Et puisque j'avais ce réflexe déjà depuis de très nombreuses années d'aller regarder le message du corps, eh bien, je suis allée regarder dans un livre, et puis dans un autre, et puis encore dans un autre. Et en fait, tout ce qui m'était raconté, mais ça ne me parlait pas du tout. J'avais pas du tout l'impression de me mentir à moi-même. Enfin, il y avait vraiment un problème. Et moi, je suis entrée vraiment dans la maladie avec cette idée que j'entrais dans un processus de guérison, parce que c'est vraiment ce que j'ai appris dans l'expérience de ma vie. Et je me suis dit, je vais aller consulter une thérapeute, une praticienne en décodage biologique pour aller rechercher le sens de cette maladie et plus particulièrement donc le sens que ça avait pour moi. Et c'est là où donc j'ai pris contact avec toi, j'ai fait confiance en mon intuition et c'est comme ça que je t'ai choisi. Et là, bah, finalement, dans le face-à-face et dans le déroulement des séances, je me suis rendu compte que ça allait bien au-delà de la compréhension, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un processus de libération émotionnelle, c'est-à-dire c'est oui, effectivement, on comprend le message, mais après ça va beaucoup plus loin. Alors c'est un peu tout ça que tu vas nous expliquer, mais avant de démarrer, j'aimerais que tu puisses nous dire quelques mots quand même. Toi, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à cette pratique? Alors moi, je suis vraiment arrivée à cette pratique par hasard, enfin, s'il y a un hasard ou pas, chacun ses croyances. Et en tout cas, mon chemin m'a amené à aller dans un stage thérapeutique, et donc un stage de Christian Flech, qui est donc le directeur de moi, l'école que j'ai suivie, l'école de biodécodage. Biodécodage ou décodage biologique, c'est la même discipline. Et dans ce stage, en fait, je me suis retrouvée avec beaucoup de gens qui étaient en formation. Et moi, je venais juste pour moi, prendre soin, avancer sur mon chemin et tout ça, être dans la compréhension aussi. Et là, il y a comme vraiment un monde entier qui s'est ouvert et qui nourrissait vraiment cette croyance que j'avais que le corps et l'esprit sont liés, qu'on peut pas être dans la même boîte sans qu'il y ait un lien. On peut pas soit aller voir un kiné pour un mal corporel et aller voir un psychologue pour un mal plus de comportement. Je pense que les deux sont complémentaires, mais c'est juste que actuellement, à ce moment-là, dans ce que je vivais moi, j'avais pas de lien qui se faisait et il me manquait, il y avait comme un vide. Et d'un coup, cette pratique, elle m'a vraiment fait ce lien. Je tiens à dire que je dénigre ni l'allopathie, ni la psychologie, enfin tout ça. Pour moi, c'est vraiment autant de disciplines qui sont complémentaires et qui permettent de toucher différentes personnes selon ce qu'on est en train de vivre, selon nos croyances. Et c'est vraiment, faut juste prendre ce qui est bon pour soi, ce qui est juste pour soi. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans le décodage, c'est que l'idée, c'est vraiment de redonner le pouvoir à la personne qui est en face, son propre pouvoir d'aller mieux, son pouvoir potentiel de guérison aussi. Et c'est tout ça que ça m'a apporté dans ce stage. Donc au début, j'ai vraiment fait ça pour moi. Je me suis inscrite à l'école pour pouvoir être nourrie encore de ces connaissances-là, de faire ces liens et pouvoir avancer sur ma propre démarche personnelle et mon mieux-être. Et au fur et à mesure de l'école, j'ai compris que, en fait, déjà, j'ai vu les résultats, en fait, opérer sur les gens, parce que tous les protocoles qu'on apprenait, on les faisait et en tant que thérapeute et en tant que patient dans la formation. Et de voir vraiment les changements chez les gens, ça m'a donné envie de le partager, en fait, de le partager aux autres,
pour qu'ils avancent aussi sur leur chemin, pour qu'ils aient vraiment un mieux-être, qu'ils se connaissent mieux, qu'ils puissent comprendre ce qui leur arrive. Et vraiment, cette idée de plus voir son corps comme un ennemi, mais comme un ami qui nous veut du bien et qui est là, en fait, qui s'adapte au mieux avec ce qui se passe. Et voilà. Et du coup, c'est devenu une évidence au fur et à mesure de la formation. J'ai continué en me disant, mais j'ai envie d'offrir ça et de partager ça aux gens parce que ça me paraît vraiment très précieux et que je me dis que si chaque personne individuellement va mieux, le monde ira mieux. C'est très idéaliste, mais j'assume. Voilà. Je te rejoins. J'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit et que je trouve extrêmement intéressant. C'est que effectivement, Mhm. chaque discipline possède une part de vérité et que ce qu'il manque aujourd'hui dans notre culture, et on voit bien que c'est aussi ce qui manque entre les gens, c'est ce lien. Hein. Et que dès lors, parce qu'en fait aujourd'hui, on voit qu'il y a l'apparition d'énormément ce qu'on appelle les champs interdisciplinaires. Et dès lors qu'on va croiser les champs, on va se retrouver à, comment dire, dans une articulation en fait, et c'est toujours dans ce lien entre deux mondes que va se trouver vraiment le sens. Et je trouve du coup extrêmement intéressant que l'idée, c'est pas de critiquer telle discipline ou telle discipline, mais notre culture aujourd'hui a du mal à faire le lien. C'est-à-dire que on va avoir tendance à couper l'être humain en petits morceaux et à s'intéresser chacun à sa discipline sans communiquer avec les autres disciplines, sans les faire interagir, et que c'est une grosse difficulté de notre culture aujourd'hui parce que nous ne sommes pas morcelé, bien qu'on finit par le devenir. Mais je veux dire, nous sommes un tout. Et que dans ce tout, eh bien, effectivement, il y a plein de parts qui sont en interaction permanente les unes avec les autres. Et que pour moi, le secret de la vie se trouve toujours dans l'entre-deux. Et c'est cet entre-deux que finalement vient nous faire découvrir cette pratique en biodécodage, puisque elle nous amène à articuler le corps avec l'esprit, et donc du coup les mots MOT avec les mots MAUX. Donc la question que j'ai envie de te poser déjà, c'est comment ça se passe? C'est-à-dire comment est-ce qu'on en vient à comprendre ce langage en fait, à faire les liens entre les mots du corps et les mots MOT? Euh, la base vraiment, et c'est pour ça qu'on appelle ça décodage biologique, c'est qu'on va se baser sur la fonction enfin, sur la fonction des organes. Si on a un symptôme qui atteint la peau, ça va pas être la même chose qu'un muscle ou qu'un os ou qu'une muqueuse ou un autre tissu. Donc vraiment, on va aller chercher la fonction de l'organe euh, pour savoir quel est le ressenti qui est à la base de ça en fait. C'est comme si on avait d'un coup une ouverture, euh, plus qu'une ouverture, on a un chemin en fait qui se trace. C'est-à-dire que c'est comme si on cherche une aiguille dans une botte de foin, ça va être très compliqué. Si par contre, dans cette botte de foin, il y a plusieurs parties et qu'on nous aiguille, justement, on nous aiguille, on nous indique quel endroit ça va être, et ben c'est un peu ça le principe. Je pense que pour clarifier ça, parce que et c'est important que je dise les hypothèses du décodage. C'est-à-dire qu'il y a deux hypothèses qui sont principales. C'est que, un, donc la maladie a une intention positive. Donc, ce que je disais tout à l'heure, le corps ne nous veut pas du mal. C'est vraiment, lui, il cherche à vivre, à évoluer, à s'adapter et à être là, vraiment à un instant T. Je peux entendre que ce soit étonnant de se dire, oui, ben, j'ai un cancer, je vois pas en quoi c'est une intention positive. Sauf que il faut vraiment voir ça du prisme du corps et aussi que le corps, il va pas chercher dans une temporalité. Il cherche pas à vivre, comment dirais-je? Il cherche pas à solutionner maintenant pour vivre dans 40 ans. Il cherche à solutionner maintenant, tout de suite, le problème. Et donc, c'est vraiment cette chose-là qui est importante à garder à l'esprit, c'est que c'est toujours à un instant T. Et en fait, souvent, une maladie ou un symptôme qu'on peut déclencher permet, donc ce qu'on étiquette comme un problème, va permettre en fait d'éviter quelque chose de pire encore. Mais Mm. comme on ne le vit pas, on ne se rend pas forcément compte de ça. Ça, c'est vraiment la première hypothèse. Moi, j'ai juste Et la envie de dire, deuxième, avant que tu continues, c'est qu'en fait, le corps ne peut vivre que dans l'instant présent, déjà, et d'une.
Et puis que quand tu dis il faut se situer au niveau du prisme du corps, ben, en fait, c'est se situer au niveau du prisme des lois de la vie et du vivant, parce qu'en fait, c'est à ça que ça renvoie aussi, hein, et que moi, en tous les cas, dans mon chemin de vie, effectivement, je me suis rendu compte que la vie va toujours vers la vie, en fait, hein. Il y a vraiment ce processus d'expansion et que c'est bien pour ça que tout notre corps est doté d'une intelligence et donc d'un instinct de survie qui permet toujours, dans l'instant présent, de faire face au plus urgent. Et C'est quand on ça, a compris ça, on exactement. a compris tout. Voilà. Et la deuxième hypothèse, c'est vraiment de voir la maladie donc comme une solution d'adaptation du corps face à un événement qui a été vécu. Par exemple, euh, un décollement de rétine, ça permet de plus voir ce qui serait trop dur à voir. Un acouphène, ça permet de ne plus entendre ce qui serait trop dur à entendre, par exemple. Je donne des exemples un peu factuels et faciles à entendre. Euh, et donc, j'avais besoin d'introduire ça pour pouvoir parler justement des fonctions de l'organe. C'est que selon ce qui a été, selon le symptôme donc, qu'on a et qu'on va venir traiter, nous, l'idée, c'est de retrouver la source, c'est-à-dire le problème qui a amené la solution. Et parce que donc le symptôme est vu comme une solution, donc il vient solutionner quelque chose en amont qui s'est passé. Donc ce qu'on appelle un problème, un biochoc, un trauma, selon les disciplines. Et donc, c'est vraiment là où, en fait, la fonction biologique de l'organe va nous permettre, en fait, de trouver le fil, en fait, conducteur. Un peu comme une enquête. On va vraiment aller chercher l'origine du problème et savoir où il se situe. Et donc, de trouver, parce que ça peut être très, très large, de se dire, j'ai un décollement de rétine, je voudrais savoir quel est le problème. Comme ça, c'est large. Alors que si on part de la fonction biologique de l'organe, ok, l'œil, il permet quoi? Il permet de voir, d'accord, donc qu'est-ce que vous n'avez pas pu voir? Qu'est-ce qui était trop dur à voir? Qu'est-ce qui était insupportable? Avec le temps, effectivement, du moment où ça s'est passé, la chronologie. Parce qu'il y a vraiment aussi cette idée de, c'est pas quelque chose en général, c'est qu'il y a vraiment un moment où il y a quelque chose de très fort. Donc ce trauma qui a été vécu donc de manière inopinée, soudain, qui était impossible à gérer émotionnellement, dont on n'a pas pu parler. Et c'est là où va se programmer en fait cette solution. Le corps a besoin de trouver une solution pour sortir de l'état de stress, et donc il programme sa solution. Et donc des années plus tard, ou des semaines, ou des mois, ou peut-être jamais, si on ressent exactement le même ressenti qu'on a ressenti la première fois, là le corps va se dire, j'ai trouvé une solution il y a 25 ans, et donc là il va faire son décollement de rétine. Hmm, très intéressant. Et donc, du coup, il y a aussi l'idée, parce que toi, tu m'avais expliqué donc, que c'était quand même assez important d'avoir un diagnostic le plus précis possible, parce que en fait, et en l'occurrence, moi, par rapport à ma problématique, le lieu exact où se développait le cancer, c'est-à-dire un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous, enfin, ça va complètement changer. Mais il y a aussi l'idée que ça va changer aussi si on est droitier, si on est gaucher. Et en fait, là, d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, on ne peut pas faire de généralité. Alors, comment est-ce qu'on fait pour écrire des livres avec des généralités? Il faudrait vraiment pouvoir expliquer que, en fait, c'est plus complexe, ce qui me paraît logique, parce que ce qui définit la vie, c'est sa complexité, en fait, hein, et que tout est à regarder dans son contexte, et donc, du coup, dans l'histoire de la personne. Et, euh, et voilà, donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Déjà, oui, donc c'est très important. En tout cas, c'est plus on va avoir un diagnostic précis et plus ça va être facile de décoder le symptôme. Et donc c'est vraiment là ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est une discipline qui est complémentaire, qui travaille corps avec avec les autres médecines. Et donc plus on va avoir un diagnostic précis, plus on va savoir quel tissu est touché. Parce qu'effectivement, si le tissu c'est une muqueuse ou une sous-muqueuse, le ressenti qui est à la base de ça va pas être le même. Parce que ça n'a pas la même fonction. Ce que je disais tout à l'heure, un os, ça sert à tenir, c'est les valeurs sur lesquelles on repose. Le muscle, il va servir, lui, plutôt à donner de la puissance pour faire quelque chose. Donc, on va retrouver des ressentis qui sont différents. Ça veut dire, peut-être sur un os, je manque de valeur ou je n'arrive pas à changer cette valeur. Et un muscle va y avoir cette idée de je me sens incapable de, je me sens impuissant à. Et effectivement, on ne peut pas faire de généralité. Donc, les livres qui ont été édités sont en fait des exemples qui ont été donnés, qui ont été trouvés et pris dans bon nombre de consultations. Donc, c'est vraiment des pistes de travail, en fait.
qui sont reliées, donc ce que je disais, vraiment aux fonctions de l'organe, donc ça nous donne des pistes. Mais à chaque fois, en fait, on va aller explorer prudemment ces pistes parce que d'une culture à l'autre, c'est pas la même chose. D'une personne à l'autre, c'est pas la même chose. Et j'aime bien donner cet exemple que, par exemple, le cancer du poumon, on peut être fumeur et pas en déclencher, on peut être non-fumeur et en déclencher. Et si tous les fumeurs avaient un cancer du poumon, alors d'accord, peut-être qu'on ne le décoderait pas. Actuellement, c'est pas le cas. Donc ça vient vraiment dire que chaque personne a son histoire et donc vit et voit son monde enfin, avec sa propre carte du monde et donc va pouvoir générer, entre guillemets, un symptôme ou un autre par rapport à ce qu'elle a vécu. Et on voit bien, les frères et sœurs, quand bien même ils sont nés au sein d'une même famille, ne vont pas forcément déclencher les mêmes maladies et les mêmes symptômes parce qu'ils avancent d'une manière différente dans leur vie, ils n'ont pas les mêmes expériences. Et quand même ils auraient les mêmes expériences, c'est ce qu'on peut voir dans la même éducation, s'ils passent beaucoup de temps ensemble, ils sont pas structurés de la même manière, ils n'ont pas la même perception, ce sont deux êtres différents. Donc, ils vont réagir de manière différente. Et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup le décodage, c'est que on va pas aller plaquer un code sur une personne comme on pourrait, j'ai mal à l'estomac, et ben je prends du Smecta ou du Spasfon. Non, ça va vraiment être au cas par cas de j'ai des grandes lignes qui vont m'aider en fait dans mon enquête à aller chercher vraiment le ressenti de la personne, mais je vais aller lui demander qui elle est, d'où est-ce qu'elle vient, entre guillemets, c'est-à-dire quelle est son histoire alors, je vais pas aller lui demander toute son histoire, mais en tout cas, l'histoire précise de ce symptôme-là. Qu'est-ce qu'elle a vécu à cet instant T? Comment elle voit les choses? Par exemple, si c'est quelqu'un qui a quelque chose à la main, je vais lui demander pour vous, c'est quoi la main gauche? À quoi ça vous sert dans votre famille, dans votre culture? Parce que c'est tout ça qui nous donne des informations et qui vont nous permettre, au final, de cibler vraiment l'instant T dans lequel le moment s'est programmé. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve ça riche et vraiment intéressant. Et Et d'ailleurs, j'avais été extrêmement surprise parce que la première consultation que j'avais eue avec toi, tu n'es pas venu m'apporter la définition de mon truc. C'est moi qui ai dû aller te demander en fait à la fin de la séance ou peut-être au début de celle d'après. Mais en fait, ça veut dire quoi? Enfin, d'après toi, mais les premières questions, toi, ça a été de me faire moi cheminer dans ma propre histoire pour trouver le sens que ça avait pour moi précisément. Donc, bon, on l'a trouvé assez vite, hein. Ça a été très vite, très émotionnel. Moi, je fais pas de détour, hein, hop. Et c'est seulement dans l'après-coup que je t'ai demandé, mais en fait, en décodage biologique, tu le relis à quoi? C'est quoi la problématique? Bon, bah, ça rejoignait bien sûr ce que j'avais moi-même découvert, hein, et puis qui était loin d'être un scoop, hein, problématique identitaire, puis le temps que je pataugeais là-dedans. Et du coup, oui, ça m'a permis bah, de mettre du sens à ce que je traversais. Et puis, effectivement, en quelques séances, d'aller vraiment libérer toute une part émotionnelle, en fait, hein, qui était là. Et qui m'a fait dire que de toute façon, oui, ok, je suis partie dans une chimiothérapie, oui, j'ai fait de la radiothérapie, que tout ça a apporté beaucoup de douleur, mais qu'en même temps, j'avais quand même une tumeur très grosse qui m'empêchait d'évacuer. Donc, il y avait quand même une sorte d'urgence à déboucher les tuyaux. Mais ceci dit, pour moi, c'est pas ça qui m'a guéri, parce que pour moi, la guérison profonde, elle doit passer par l'émotionnel, par la libération émotionnelle, parce que en fait, c'est la racine émotionnelle des choses qui va déjà générer une vibration qui va faire qu'on va attirer tel ou tel événement. Et que si ça, c'est pas déraciné, c'est pas, comment dire, comment transmuter, eh bien, on va continuer en fait. C'est-à-dire que tant que le déséquilibre finalement il est dans le corps, ben, le corps va tenter de trouver des solutions d'adaptation à cette chose-là qui va faire que si, par exemple, je donne un exemple, hein, mais si j'avais fait que de la chimio sans faire tout ce travail émotionnel, eh bien, ça peut en fait déplacer le symptôme ou faire en sorte que finalement il y ait une régression, mais que ça ressurgisse quelques mois après. Enfin, voilà. Pour moi, en tous les cas, je suis intimement convaincue que la véritable guérison ne peut pas se dispenser de ce travail de libération émotionnelle et pour lequel la pratique du décodage biologique est un atout super, quoi. Enfin, c'est vraiment
un outil efficace, compétent. Hmm. Oui, c'est pour ça que je dis c'est vraiment complémentaire. Pour moi, c'est important de travailler sur les deux plans, vraiment effectivement, ce que tu as fait, enfin, moi, me paraît juste d'extérieur en tant que juste personne, hein, je ne représente rien, mais de voilà, d'être accompagné médicalement, déjà ce que je disais, d'avoir un diagnostic et il y avait urgence à faire quelque chose. Et c'est là où des fois je vois des gens dans mon entourage qui vont se diriger plutôt vers l'allopathie et qui se disent je fais d'abord ça et après j'irai voir autre chose. Ou alors qui vont tester tout ce qu'ils peuvent en allopathie et se disent, ah bah vraiment ça marche pas donc je vais tester autre chose. Moi ce que je vois et ce qui intuitivement me parle, c'est de se dire bah j'ai quelque chose, je vais aller faire des choses complémentaires en fait, pour permettre de nourrir, apaiser le corps à différents endroits. Voilà, mais ça reste vraiment ma vision qui est propre et que je ne veux imposer à personne. Mais clairement, enfin, la manière dont toi tu l'as fait, je la trouve, en tout cas, juste par rapport à moi, mes croyances personnelles, de se dire, voilà, je vais à l'hôpital et je choisis aussi l'oncologue et je choisis peut-être si j'ai envie d'en avoir un autre avis. C'est vraiment important, je trouve, de prendre le pouvoir sur sa démarche et sur sa guérison. De pouvoir dire, voilà, je choisis ce traitement en conscience. J'y vais et à côté, je vais complémenter pour autre chose parce que je suis maître de mes décisions. Et ça me paraît important toute cette connaissance qui existe est formidable, vraiment. Mais c'est toujours important de ne pas juste donner la clé à la personne qui est en face de nous, de dire, tenez, je vous donne la clé de ma vie, de mon corps, je vous fais toute confiance. La confiance est un outil qui est génial et formidable et que je ne remets surtout pas en question. Mais je pense que c'est très important de enfin, de donner confiance en conscience. Voilà. Et Donc, oui, et d'autant plus que la seule confiance qu'on doit accorder, c'est à soi-même. C'est-à-dire, si je ressens à l'intérieur de moi que je peux accorder ma confiance, alors j'accorde ma confiance, mais faut-il encore avoir confiance en ce qu'on perçoit? Parce que parfois, on n'a pas confiance, mais comme il faut faire confiance, on fait confiance. Et après, on se dit, ah, si seulement je m'avais fait confiance. Donc en fait, la confiance, elle s'accorde d'abord et avant tout à soi-même. Donc en fait, dans le cadre de tes séances, j'ai donc découvert que tu utilisais plein d'approches différentes. Ça peut aussi bien passer par le questionnement, par la parole, inviter à l'introspection. Et donc du coup, tu vas utiliser la visualisation, peut-être, je sais pas comment tu appelles ça, des techniques d'hypnose ou voilà, ça peut passer par des dessins, ça peut passer par tout un tas de choses. En tous les cas, moi, je sais que j'ai vécu des choses extrêmement émotionnelles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je sens l'émotion qui arrive, et là, ouf! Et puis bon, ça commence dans la séance, et puis parfois ça continue après. Voilà, mais c'est un peu multidimensionnel en fait, hein, ton approche. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se déroule une séance, et puis finalement, quels sont les outils que tu utilises? oui, alors comment se déroule une séance? Déjà, il y a donc toute une partie effectivement de rencontres qu'on pourrait appeler un peu d'anamnèse, c'est-à-dire j'accueille la personne pour savoir sur quoi elle a envie de travailler et quel est son objectif. Pour moi, c'est important de poser ça avec vraiment un objectif qui soit clair, qui soit écologique pour elle, c'est-à-dire qui ne dépende pas de quelqu'un et qui soit positif, de vraiment utiliser, de pas utiliser de négation en fait. Et ça permet aussi un peu de mettre les idées en place de la personne, de lui ouvrir aussi ce qui est possible, pas possible, et de venir tester aussi dans le corps vraiment ce qui est envisageable pour elle, si c'est réalisable ou si justement il y a des freins. Euh, et après, une fois que ça c'est vraiment posé, l'idée c'est de justement partir un peu ce que je pourrais appeler en exploration. Donc, sachant que je parlais tout à l'heure qu'il y a le moment où le symptôme peut se programmer et le moment où le symptôme peut se déclencher. Et donc, moi, l'idée de base, en tout cas mon fil conducteur, c'est de retrouver le moment où le symptôme se déclenche et d'aller jusqu'au moment où il s'est programmé. Donc pour ça, j'utilise de l'hypnose principalement, quelques outils aussi en PNL qui permettent d'apporter des ressources, qui permettent de dissocier quand c'est trop dur, où j'utilise des formes, des couleurs pour tout ce qui est visualisation. Moi, j'utilise effectivement beaucoup la visualisation, mais après, je suis réceptive aussi aux gens, à la manière dont ils reçoivent ou pas. Il y a des gens, c'est très compliqué, donc je vais utiliser le corps, je vais leur demander de se déplacer sur une ligne de temps, par exemple.
pour qu'ils ressentent vraiment la sensation du corps. Parce que il y a vraiment cette idée que il y a comme le conscient d'un côté, avec les souvenirs, avec le mental. Et donc, le mental, il sélectionne un peu les souvenirs. Il prend ce qu'il aime bien, ce qu'il aime pas, il en fait un petit peu sa sauce. Et donc, c'est comme ça qu'on oublie des choses, et des choses qui passent à la trappe. Et c'est OK, hein, vraiment pas de jugement. Mais nous, ce qu'on va chercher, c'est plutôt contacter l'inconscient. Parce que l'inconscient, il va plutôt être lui le gardien de la mémoire. Et la mémoire, en fait, elle garde en elle toutes les informations qui nous concernent. Et ça peut être dans notre vie même enfin, in utero, et aussi dans le transgénérationnel potentiellement. Parce que on a vu, c'est possible vraiment hein, qu'il y ait des programmants qui soient non pas dans notre vie, mais en transgénérationnel, donc dans les générations d'avant. Ce qui peut paraître logique, en fait, c'est genre nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ou même nos parents ont vécu quelque chose, ils sont adaptés à ça, leur solution a marché, et donc ils vont transmettre à leur descendance ce programme d'adaptation. Donc, c'est plutôt bénéfique. Enfin, c'est bénéfique, c'est juste que parfois, comme c'est pas adapté à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose qui va nous déranger, qui va nous gêner. D'ailleurs, c'est souvent des mots qu'on peut retrouver, la gêne, qui vont nous mettre sur la piste du transgénérationnel. Mais voilà, et après, selon la sensibilité de chacun, selon aussi moi mon intuition, je peux utiliser soit des petites figurines pour permettre de faire un peu comme des constellations familiales, enfin de poser les choses. Et on voit bien que l'inconscient, il est là en fait, parce que on va pas choisir n'importe quel objet. Sur 10 objets, si la personne lui demande de symboliser, ou en tout cas de prendre un objet pour symboliser telle ou telle chose, elle prend quelque chose et quand elle décrit cet objet, je sais qu'elle décrit non pas l'objet, mais ce qu'elle va vivre, en fait. Donc, je me sers de ça. Et effectivement, je peux me servir de dessin aussi, qui, en fait, c'est comme tous ces petites choses, le dessin, les figurines ou les métaphores aussi. Il y a des fois, ça peut être très métaphorique. C'est vraiment comme une porte ouverte à l'inconscient, où du coup, on accepte que le mental, que la conscience, ce qu'on nous demande d'utiliser un peu au quotidien, en fait, puisse relâcher et on ouvre la porte à l'inconscient qui, lui, va pouvoir permettre de s'exprimer, d'exprimer différentes parts de lui, ce qui traverse. Et donc, je fais souvent, en fait, dialoguer les différentes parts des gens, celles qui ont besoin de parler, justement, celles qui sont cachées, qu'on voit pas forcément, et que ce soit des parts sur un instant T, soit effectivement notre enfant intérieur qui lui, a vécu quelque chose, un traumatisme à un instant T. Et oui, Voilà, un et peu. ça, ce dialogue, en fait, il est super important parce que, en fait, moi, je me souviens, comme si c'était hier, de notre première séance où je passe d'un symptôme qui me tombe sur le coin de la figure, énorme, enfin d'un seul coup j'étais en état de choc pendant 15 jours, quoi, déjà accueillir la nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, ben, comment je vais accompagner ça? Je prends contact avec toi. Et en fait, je suis passée d'un truc extérieur à moi, c'est quoi cette bête? À d'un seul coup, dès la première séance, dès le début de séance, quelque chose d'extrêmement intime. C'est l'intérieur de moi, c'est mon corps, et donc en fait ce dialogue il permet vraiment d'aller rencontrer finalement quand tu parles de meilleurs amis, de meilleurs alliés, je veux dire cette dimension la plus intime de nous-mêmes parce que c'est celle qu'on peut toucher, c'est celle voilà cette dimension sacrée en fait hein, de nous qu'on a souvent tendance à utiliser comme un objet parce que c'est un petit peu comme ça qu'on nous éduque, hein, enfin surtout nos générations, peut-être que il y a un petit peu aujourd'hui des petites bulles qui s'ouvrent hein, et où le corps est perçu un petit peu différemment, mais on est quand même loin de cette dimension sacrée du corps. Hein. Et en fait, c'est ça en fait que ça vient générer et que j'ai trouvé absolument génial parce que moi, je suis vraiment ressortie de cette première séance avec un lien intime avec ma maladie avec l'expression de ce qui se passait dans mon corps, un lien très intime. Et donc, c'est au-delà du sens, ça vient vraiment créer ce lien et un lien qui, en fait, ne se défait pas, en fait. Mais du coup, ça change complètement le rapport à la maladie. Ça change, pour le coup, complètement le rapport à la guérison. Parce qu'en fait, oui, j'avais déjà l'intuition que c'était un processus de guérison, mais là, pour le coup, c'était vraiment ça. Parce que mon corps, mes symptômes me parlaient, venaient me donner des réponses. Et ça a été extrêmement doux, en fait. Ouais, c'est très émotionnel, mais c'est extrêmement doux. Il y a vraiment une réappropriation.
de son corps, la compréhension du symptôme qui peut être douloureux, mais qui finalement est un peu le processus nécessaire pour aller vers la métamorphose et la libération de ce qui doit être libéré. Mais en tous les cas, il y a cette douceur, il y a cette intimité, il y a cette rondeur. C'est d'un seul coup, je me suis sentie enveloppée dans quelque chose et, euh, et c'est venu m'ancrer dans une foi inébranlable. C'est-à-dire que ce qui s'est décanté dès la première séance, c'est que j'ai bien raison d'avoir la foi parce que de toute façon, je l'ai connectée là dans mon corps. Et, tu vois, c'était vraiment très, très puissant. Merci pour ce partage. Mhm. C'est toujours touchant à entendre, je trouve. Donc voilà, alors pour entrer un petit peu parce que tu travailles en présentiel, c'est-à-dire tu reçois les gens dans ton cabinet, mais tu fais aussi un travail par Internet, ce qu'on a fait ensemble, et qui est complètement possible. C'est vrai que j'aurais aimé pouvoir venir directement dans ton cabinet, mais cela n'était pas possible, ne serait-ce que par rapport à mon état de très grande fatigue. Et parce que finalement, enfin, c'était aussi un de mes critères de choix. Tu n'es pas très loin de chez moi parce que toi, tu exerces à Grenoble ou Saint-Martin-d'Hères. Tu- Ouais. Grenoble, voilà. Et du coup, voilà, je me suis dit, en plus de ça, elle est proche. Je vais, c'est elle que je vais choisir. Et voilà, donc en fait, le fait de ne pas être en présentiel n'est absolument pas gênant. C'est presque un choix de la personne. T'en penses quoi, toi, de ça? Qu'est-ce que tu préfères? Bah moi j'aime bien le contact en présentiel avec les gens parce que je vais observer aussi leur posture, les gestes, donc je le fais aussi quand on est en visio, en distanciel. Mais c'est vrai que une personne qui va être devant moi, je vais la voir dans son entièreté, dans ses mouvements, dans sa respiration, je vais capter plus de petites choses. Après, comme le décodage biologique, c'est vraiment une forme de thérapie qui ne passe que par le langage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de toucher. Donc le fait d'être en visio n'enlève rien à la qualité du travail qui se passe en fait, parce que comme il y a pas de contact et ça reste auditif et visuel, ça marche tout aussi bien à distance. Donc Ouais. voilà, moi je m'adapte vraiment aux gens en fait, à leurs possibilités, Mm. euh, et je préfère recevoir quelqu'un en visio qui aurait envie, qui a l'élan et qui se sent prêt à travailler une problématique, plutôt que de ne pas le recevoir du tout et qui, enfin après il trouverait d'autres gens hein, et c'est très bien, on est nombreux en France et Mm. voilà, mais en tout cas, moi je vois pas de différence dans les résultats et ce que ça donne. Je sais que par contre avec les enfants, je préfère le présentiel Mm. parce que je trouve, enfin, intuitivement, là, j'ai pas d'explication Oui, comme ben ça, oui, c'est et ça vrai. reste encore très personnel. Ouais, je comprends parfaitement ta posture par rapport à ça parce que avec un enfant qui n'est pas encore en toute possession de sa corporalité, enfin, etc. Mm. Il y a peut-être besoin d'un contenant un peu plus sécurisant, c'est-à-dire que pour l'enfant, Internet, et ça, on ne cesse de le dire, hein, ce n'est pas quelque chose qui Ouais. est sécurisant. L'enfant, pour se construire, il a besoin de réalité. Oui, puis voilà, être du coup derrière un écran, enfin, Ouais. ouais, je trouve ça, en tout cas, j'aime ce moment d'être juste, oui, en présentiel avec l'enfant, où effectivement, il faut qu'il se sente aussi en sécurité, beaucoup plus, enfin, beaucoup plus. Voilà, Ouais. je préfère en présentiel avec les enfants. Alors après, ce que j'ai aussi aimé dans ta démarche, c'est que oui, il y a un protocole, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aller regarder ça, puis après, il faudra regarder ça, puis après, il faudra regarder ça. Mais en même temps, donc toi, tu as à cœur d'aller jusqu'au bout d'un processus, mais tu laisses complètement la personne choisir, en fait, d'abord le rythme. Et puis, le fait de reprendre rendez-vous quand elle se sent prête. Par contre, tu dis bien, bah, là, on n'a pas fini, hein, il faut quand même aller regarder d'autres choses. Il y a quelque chose, enfin, parce que tu sens quand c'est fini, tu le sais, parce qu'il y a quand même un protocole. Mm. Ouais. Moi, j'aime bien proposer 3 semaines entre chaque séance parce que c'est vraiment le temps d'intégration.
des choses pour le corps, pour toutes les cellules et tout ça, et de vraiment aller jusqu'au bout de ce temps-là. Après, tu vois, dans les cas comme toi où il y a un cancer, il est possible de faire des séances plus régulières parce qu'il y a une forme un peu d'urgence. Et donc, dans ces cas-là, on réduit le temps. Et après, je laisse vraiment effectivement la personne être à l'écoute d'elle-même, de ses besoins et de ses envies, parce que pour moi, c'est important qu'elle soit motrice, vraiment, qu'elle soit moteur de ce qui se passe. Parce que pour moi, il y a presque 50% du chemin qui est parcouru dans le moment à l'instant où la personne prend rendez-vous et pose vraiment ce créneau pour elle, de se dire là, c'est un moment pour moi où je vais prendre soin de moi et je vais m'écouter et tout ça. Euh, donc voilà, du coup, j'aime bien laisser les personnes prendre rendez-vous quand elles ont envie et je j'impose pas les rendez-vous. Oui, et ça, c'est quelque chose qui a été aussi très bien pour moi. Et puis, il y a aussi le fait que en cas de cancer, surtout dans les périodes de chimiothérapie, et je crois que c'est arrivé une fois, effectivement, où on avait posé un rendez-vous et où, en fait, j'étais pas du tout en état, donc il a fallu reporter. Et, euh, et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est ce que je me dis que la relation thérapeutique devrait toujours être, c'est-à-dire c'est un ajustement permanent entre soi et l'autre, et que la dimension relationnelle aussi qui existe entre la personne qui accompagne et celle qui est accompagnée, elle est tout aussi importante que l'outil utilisé en fait. Parce que oui, il y a un protocole, mais en fait, et c'est là où on revient à cette histoire de confiance, c'est-à-dire que moi qui ai beaucoup travaillé autour de qu'est-ce qui permet à une personne de libérer une parole, de libérer une émotion, c'est parce que elle se sent en sécurité à l'intérieur. Et ça, aujourd'hui, c'est corroboré par toutes les approches de soins des traumas, avec la théorie polyvagale, etc. C'est-à-dire que si le thérapeute il est en insécurité intérieure, il va pas mettre son client en insécurité, donc ça va générer des résistances, on tourne en rond, ça n'avance pas, qu'est-ce qui se passe, enfin, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que le cadre cocon et sécurisant, il est mais fondamental et que ça passe dans la relation avec le thérapeute. Et est-ce que toi, tu es sensible à cette dimension? Ah bah oui, beaucoup, et c'est aussi pour ça, tu vois, que je laisse vraiment la personne reprendre rendez-vous, parce que, et souvent je l'explique aux personnes quand elles viennent pour un premier rendez-vous, c'est que je leur laisse le choix aussi de savoir si elles ont envie de continuer de travailler avec moi ou pas, parce que euh, je l'ai souvent vu, ça, enfin, de proches, ou même moi, hein, d'aller voir quelqu'un et de pas me sentir très à l'aise, mais de me dire, c'est pas grave, je décidé que j'y allais, du coup j'y vais. Mais c'est exactement ce que tu dis. Comment travailler sur soi et avancer si on n'est déjà pas confort dans la relation? Et je sais que c'est des choses qui sont pas toujours évidentes à prononcer ou à dire, que ce soit en début de séance ou en fin de séance. Et donc c'est pour ça que je laisse aussi les gens reprendre rendez-vous s'ils ont envie de leur dire, posez-vous, attendez ces 3 semaines-là, ou moins si on n'a pas fait de protocole, mais en tout cas écoutez-vous et voyez si vous avez l'élan et envie que je vous accompagne, que ce soit vraiment votre choix en fait en conscience toujours. Et si, enfin, si c'est pas OK, il n'y a pas de souci en fait. Et justement, ce qui était intéressant, ça fait aussi travailler sur soi, de se dire que cette personne ne revient pas, mais peut-être qu'elle va trouver quelqu'un d'autre. Moi, je viens planter une graine. Si elle a envie d'arroser l'arbre avec moi, ben, je suis ravie de l'accompagner en fait. Si par contre, elle n'est pas encore prête pour commencer à arroser l'arbre, parce que moi, ma méthode, ça va pas, ou parce qu'en fait, c'est trop tôt, c'est OK aussi. Elle le fera peut-être plus tard, peut-être avec moi, peut-être avec quelqu'un d'autre. Euh, mais c'est OK en fait. C'est vraiment ce qui est juste pour la personne. Et moi, je ne suis pas en mesure de juger ce qui est juste pour elle. C'est vraiment à elle de définir ça. C'est vraiment fondamental ce que tu dis, parce qu'en fait, comment dire, l'idée, c'est de permettre à la personne d'être complètement auteur de son chemin de guérison, mais de reprendre complètement possession de son corps. Au-delà de la maladie, c'est aussi reprendre possession de ses ressentis, de ses limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pouvoir poser ses limites et dire, ben non, là, je ne continue pas. Parce que je sens qu'il y a un truc qui est voilà, ok dans la relation, mais ça c'est aussi pareil pour le thérapeute.
C'est-à-dire que si le thérapeute n'est pas lui-même en capacité de poser ses propres limites et de pouvoir dire non à un moment donné à une personne parce que pour des raisons X et Y, il y a quelque chose qui fait que c'est pas sécure, c'est pas, ben, voilà, bah, forcément, ça va entraver le processus de guérison. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que le thérapeute, il doit aussi renoncer, enfin, ce que j'appelle faire le deuil de la toute-puissance, c'est-à-dire de faire le sauveur. Il faut absolument que je sauve la personne et que Ouais. si elle ne me rappelle pas, je vais aller la rappeler. Enfin, puis c'est toutes ces conneries qu'on entend autour de fidéliser sa clientèle. À un moment donné, on fait quoi du vivant dans cette histoire, hein et donc, en fait, cette posture que tu as, elle fait que c'est cohérent sur le fond et sur la forme, en fait. Il y a une cohérence. Et qui peut être très déstabilisante pour certaines personnes qui ont l'habitude de cadre. C'est l'autre qui va me dire ce que j'ai à faire. S'il ne le fait pas, ça va me mettre en instabilité et qui va faire que peut-être la personne ne va pas revenir. Parce qu'elle va se sentir insécurisée, parce qu'elle en est là aujourd'hui Mm. dans sa vie. Moi, au contraire, ça m'a sécurisée. Mais c'est là où c'est juste, c'est-à-dire que moi, je travaille exactement de la même façon. Et j'ai été amenée à voir, effectivement, à observer qu'il y a des personnes que ça va insécuriser, alors que pour moi, le cadre, il doit être cocon sécurisant. Voilà. Et que je travaille exactement comme ça, c'est-à-dire que je laisse la personne poser elle-même ses rendez-vous, sentir son propre rythme, et ça fait partie du travail, je dirais. Ça fait partie vraiment du travail parce que finalement, on est aussi malade parce que on est totalement dépossédé de son corps. On n'est plus dans ce lien d'intimité. On ne sait plus l'écouter. On ne sait plus satisfaire ses besoins. On fonctionne à l'envers. Enfin, etc., etc. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de reposer tout ça à l'endroit et que le cadre qui est proposé fait partie du processus et que le thérapeute fait partie du cadre. Mm. Voilà. Oui, puis c'est ça, l'objectif, c'est vraiment de se retrouver, c'est ce que tu dis, hein, de retrouver son corps, son intimité, sa connaissance, et de réussir à s'exprimer. C'est toujours plus facile d'exprimer qui on est quand on se connaît, et du coup, c'est plus facile pour les autres d'entendre aussi ça, qui on est, si on l'exprime simplement, je trouve. Et donc, tout ça, c'est vraiment ce processus de qui je suis et d'accueillir son histoire aussi. Euh, D'accueillir et donc de pardonner s'il y a besoin, enfin de vraiment cette idée de d'ouverture. Enfin, moi, je le vois comme ça, que ça donne vraiment plein de clés sur qui on est Mm, euh, et de s'accepter, en fait, sans se juger, être vraiment dans l'indulgence. Et c'est OK. Enfin, je vois souvent ça en séance. Des fois, les gens, c'est dur de dire les choses parce qu'il y a du jugement d'eux à eux-mêmes ou du jugement de la société, tout ça. Et c'est presque parfois ça chez certaines personnes qui peut faire des mots, MAUX. Et du coup, là, c'est ça, reprendre son pouvoir, se faire confiance, reconnecter avec qui on est et s'accepter, en fait. Et c'est tellement beau et tellement riche d'accepter qui on est avec nos qualités, nos défauts, sachant que je trouve qu'on a les qualités de nos défauts, les défauts de nos qualités. Donc, selon la situation, ça peut être plus dans un sens ou dans un autre. Et voilà, et c'est, oui, un plaisir, en tout cas, de voir les gens ressortir avec le sourire et de se dire, enfin, ils s'avancent sur ce chemin-là, quoi. C'est, Mais tu vois, ouais. moi qui fais de l'astrologie, hein, qui pratique l'astrologie, je me suis bien rendu compte que ce qui est complètement normé par notre culture, c'est-à-dire il faut être comme ça, pas comme ci, enfin, etc., va faire qu'à un moment donné, il y a des aspects de nous-mêmes qu'on va diaboliser, qu'on va dire, mais non, c'est pas normal. Et en fait, quand tu regardes le thème de la personne, tu te dis, mais si, mais non seulement c'est normal, mais c'est même un talent. Et en fait, on va s'auto-flageller, se priver de dire des choses parce que ça ne se dit pas, parce que c'est pas correct de dire telle ou telle chose, puis c'est parfois tellement engrammé profondément à l'intérieur de nous, voire même, au fond, il y a même des traumatismes parce que on nous fait, enfin, notre éducation, elle est parfois violente dans cette façon de nous finalement de brimer notre expression, nos émotions, enfin, etc. Donc ça va générer des traumatismes. Donc
ouvrir la bouche, et je sais combien moi j'en ai souffert, hein, combien rien qu'ouvrir la bouche pour exprimer quelque chose de soi, ça peut être parfois difficile. Moi, à 20 ans, j'avais la mâchoire qui se bloquait, hein, c'était juste pas possible. Parce que, en fait, si je parlais de moi, j'allais forcément provoquer, c'était un danger, c'était, voilà. Et en fait, bah, après, par la suite, et avec les outils de l'astrologie, j'ai découvert que j'avais juste des dons d'orateur et aussi des dons artistiques. Enfin voilà, ce qui m'a fait faire aussi de la scène, des spectacles pédagogiques pour adultes, enfin etc. Mais que cette parole-là, elle a été effectivement bloquée à la base. Mais oui, voilà, donc apprendre à s'accepter dans tout ce qu'on est et seulement ce qu'on est, et que nos défauts sont bien souvent nos plus grandes qualités, et vice-versa. Donc voilà, bah écoute Marine, je crois qu'on a fait grosso modo le tour. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose que tu n'aurais pas dit et qui te semble important de rajouter? Euh, A priori, non, peut-être juste qu'effectivement, la richesse du décodage, c'est que c'est une forme de thérapie qui permet de travailler sur soi, sur des comportements, des croyances ou des symptômes. Et donc, il y a vraiment cet aspect global que je trouve très riche. Voilà. Voilà, et puis moi de rajouter aussi, c'est que finalement on est parti du cancer, et puis après, ah mais il y a aussi ça, et puis il y a aussi ça, et puis il y a aussi ça, et que finalement, parce que c'est vrai que le cancer, la chimio, tout ça, ça a déclenché des problématiques de foie qui, somme toute, ont été réveillées parce que c'était pas d'aujourd'hui que j'avais déjà cette fragilité au niveau du foie, et en fait, en travaillant sur cette problématique, ben, on a découvert qu'en fait, il y avait une problématique identique à celle du cancer du rectum. Ça venait toucher sur des plans assez complémentaires, féminin, masculin, comme tu me disais. Et que finalement, bah, tout est en lien. Ça confirme bien ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que nous sommes un tout et que rien n'est séparé. Et après, comme il s'agit de travailler sur quelque chose de précis, un diagnostic précis, on doit voilà, choisir les portes d'entrée, mais que finalement, ben, ce travail-là qui peut durer plusieurs mois en fait, hein, comme que quelques heures ou quelques jours, tout dépend de notre choix en fait, hein, mais peut emmener un véritable travail dans les profondeurs pour retricoter ensemble tout ce qui a besoin d'être retricoté en fait. Mm. Voilà. Et ben écoute, je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Nous allons mettre toutes tes coordonnées sous la vidéo. Donc vous pourrez contacter Marine, voilà, si vous avez envie de la consulter. Et puis, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat. Dans les commentaires en dessous. Ça peut nous servir éventuellement à imaginer une deuxième vidéo si le besoin se fait ressentir. Et donc voilà, en tous les cas, je suis très heureuse d'avoir pu partager mon grand bonheur d'avoir travaillé avec toi et peut-être de travailler encore. Et je vous remercie pour votre écoute. Au revoir Marine et à bientôt. Au revoir, Marie. Merci beaucoup pour l'accueil et pour cet échange.